l'issue de ma présentation, vous risquez de ne plus jamais vous sentir seul, même si vous en avez envie. Chaque individu ici a amené avec lui 100 000 milliards d'organismes vivants, avec lesquels nous vivons, de toute façon. Ces 100 000 milliards d'organismes sont en fait les bactéries qui colonisent notre intestin et que l'on qualifie aujourd'hui de microbiote intestinal. Si j'avais donné cette présentation il y a environ 10-15 ans, je serais restée dans mes présentations, dans ce que je vais vous dire, dans le sommet de l'iceberg. Pourquoi ? Eh bien, parce que les techniques qui étaient disponibles à l'époque pour étudier les bactéries du microbiote intestinal requéraient des cultures, des systèmes de culture, et beaucoup de bactéries ont gardé leur secret parce qu'elles ne sont pas cultivables. Il y a eu heureusement de très gros progrès technologiques et on a notamment réussi à séquencer le génome bactérien. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, on sait tous que nous avons nos propres gènes qui conditionnent l'individu que nous sommes, chacune de nos cellules. Eh bien, pour les bactéries, c'est exactement la même chose. Elles possèdent leurs propres gènes, leur microbiome, et on a pu, en fait, établir la cartographie de ce microbiome. Et qu'est-ce que cela nous a donné comme information ? En fait, nous avons, dans notre intestin, 100 fois plus de bactéries que de cellules qui constituent notre propre organisme et 100 fois plus de gènes que nos propres gènes. Et nous vivons avec ces bactéries, normalement, en symbiose, c'est-à-dire que nous partageons la vie avec ces bactéries qui nous colonisent. On savait depuis longtemps que des bactéries du microbiote, certaines d'entre elles, synthétisaient des vitamines, comme la vitamine K, par exemple, qui nous sert dans les fonctions de coagulation sanguine. Elles sont très intéressantes, ces bactéries. Mais nous sommes de véritables usines dans notre intestin. On a toujours peur des substances chimiques de notre environnement, mais dans notre environnement bactérien, nous synthétisons pour le moment des centaines de substances chimiques, de nature parfois peu connue, ou en tout cas d'activité biologique peu connue. Et nous réussissons à vivre, à survivre avec ces bactéries. Nous les acquérons à la naissance et elles participent en fait, durant l'évolution du microbiote, à l'évolution de notre immunité, de notre système immunitaire, à toutes nos fonctions intestinales. Donc elles sont réellement essentielles. Ce microbiote avec lequel nous devons vivre bien, puisqu'il est nécessaire, nous le gardons en fait bien à sa place et normalement dans des conditions de bonne santé, nous gardons ce microbiote à distance du reste de nos cellules de l'organisme, c'est-à-dire que nous avons développé des fonctions barrières de l'intestin. Notre intestin est une véritable barrière, mais ces bactéries, certaines d'entre elles, participent à cette fonction barrière de l'intestin. Tout est beau dans le meilleur des mondes, sauf quand apparaît ce que l'on appelle la dysbiose. C'est-à-dire que dans certains cas, lors de certaines pathologies, on peut voir apparaître des changements de la composition de ce microbiote intestinal, des changements qui peuvent parfois être relativement importants et des changements de la fonction de ces bactéries intestinales. Alors on peut très bien concevoir que des infections d'origine alimentaire, voire que des inflammations de l'intestin puissent se traduire par des changements de cet écosystème que nous abritons. Et ce que l'on sait au jour d'aujourd'hui, c'est que quand on compare le microbiote, par exemple, d'individus obèses par rapport à des individus minces, ou de personnes qui sont atteintes de diabète, de maladies cardiovasculaires, on peut aussi mettre en évidence des changements relativement fins de cette composition du microbiote. De manière encore plus intéressante, on peut voir aussi que certaines pathologies d'origine neuronale, comme par exemple l'autisme, s'accompagnent aussi de changements microbiens. Qui de la poule ou de l'œuf, allez-vous me dire ? Est-ce la pathologie qui crée ces changements de notre microbiote ? Ou sont ces changements de microbiote qui vont concourir à l'apparition de la maladie, à son évolution ? Les chercheurs se posent encore ces questions. Mais l'on sait, par des études expérimentales, notamment en implantant le microbiote d'animaux qui sont, par exemple, obèses, à des animaux qui, au départ, ne possèdent aucun microbiote, que l'on peut créer l'obésité. Donc il est important quand même de prendre en compte cette dysbiose et de tâcher, peut-être, de l'utiliser comme une nouvelle voie thérapeutique. Alors y a-t-il moyen de pouvoir jouer
sur ce microbiote? Il y a des moyens que vous connaissez très certainement. L'administration d'antibiotiques, par essence, va aller tuer une partie de vos bactéries dans l'intestin, et vous savez, même de par la presse, qu'il est extrêmement dangereux d'avoir des traitements antibiotiques à répétition, parce que ces bactéries vont pouvoir s'y habituer, vont pouvoir se transformer et y faire face. Donc ça n'est certainement pas un moyen idéal, un traitement d'antibiotiques, pour pouvoir essayer de lutter contre des dysbioses dans d'autres pathologies que dans des pathologies qui sont liées à des infections, par exemple. Y a-t-il d'autres moyens? Oui. Alors, il y a des moyens qui peuvent paraître un peu exotiques. On a décrit récemment dans la littérature la possibilité de pouvoir faire ce que l'on appelle des transferts ou des transplantations de microbiotes. C'est-à-dire que l'on prend le microbiote intestinal d'individus sains et on le transfère à des personnes malades. Cela n'est absolument pas une thérapeutique courante. Elle est encore au stade expérimental. Dans certaines maladies sévères de l'intestin, c'est parfois la seule issue, le seul traitement qui fonctionne, mais c'est extrêmement sporadique. Dans d'autres pathologies, comme le diabète, 1 ou 2 articles scientifiques très récents montrent que l'on peut contrôler son taux de glucose dans le sang en faisant ces changements microbiens, en faisant ce transfert de flore. Mais il y a des moyens qui sont, je dirais, beaucoup moins drastiques. Et parmi les approches, on peut voir une approche très ciblée. C'est un mot que vous avez peut-être entendu, c'est une approche de type probiotique. Le principe, c'est le suivant. On administre des micro-organismes, des bactéries vivantes dont on connaît les fonctions, on l'administre par voie orale, cela passe dans le tractus intestinal, dans notre intestin, et peut aller avoir un impact sur le microbiote et sur l'hôte que nous sommes. Donc des approches probiotiques sont envisageables. Ce dont je vais vous parler, ce sont des approches qui sont encore plus proches de la réalité et de la nutrition en fait. Ce sont des approches dans lesquelles, pour pouvoir restaurer une dysbiose et revenir à ce jardin fleuri qui est notre microflore intestinale idéale, eh bien, on peut donner à manger à certaines bactéries qui sont susceptibles d'avoir un effet bénéfique pour la santé. Alors, comment aller nourrir des bactéries ou les parties du microbiote qui sont bénéfiques pour notre santé? Il faut tout simplement que l'on ingère des substances que nous ne pouvons pas digérer. Alors, il existe des nutriments qu'on ne peut pas digérer. Et ils sont connus depuis très longtemps. Les premières descriptions, c'était au début du siècle dernier. On a pas mal travaillé, il y a des auteurs bien connus comme Burkitt et Trowell, sur le concept de nutriments non digérés et qui peuvent avoir un impact sur la santé intestinale et éviter notamment le cancer du côlon. Ces nutriments, vous les connaissez, c'est ce qu'on appelle les fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, il faut vraiment les faire renaître en termes de concept. Justement parce qu'on doit redécouvrir aujourd'hui que dans cette classe très hétérogène de constituants de l'alimentation qu'on nous impose normalement de manger chaque jour, il y en a pas mal qui peuvent interagir avec le microbiote et avoir des effets intéressants sur la santé. Donc les fibres alimentaires, on nous dit qu'on doit en manger 30 grammes par jour. On ignore encore à ce jour, parmi les dizaines de molécules que l'on nous fait ingérer dans l'alimentation végétale, lesquelles peuvent vraiment avoir cet effet pour contrer la dysbiose. Alors c'est une histoire belge, en fait, le fait que des fibres alimentaires puissent interagir avec le microbiote. Une histoire belge parce que, effectivement, ce concept a émané du développement, je dirais, agroalimentaire et industriel qui a permis, il y a maintenant, je vais dire, environ une vingtaine d'années, de travailler sur des nutriments que l'on retrouve dans la racine de chicorée. Alors vous allez me dire, ce n'est pas de l'alimentation, on ne mange pas tous les jours de la racine de chicorée, heureusement, mais on peut extraire de cette racine de chicorée des oligosaccharides qui sont finalement appelés des fructanes, des fibres alimentaires finalement, mais très particulières. Particulières pourquoi? Parce que, de par leur structure chimique, nous ne pouvons pas les digérer. Mais certaines bactéries de notre microbiote intestinal ont développé une machinerie qui leur permet de pouvoir utiliser ces fructanes comme source d'énergie.
avec comme conséquence une prolifération de ces bactéries dans notre intestin. Donc quand on mange ce genre de nutriments, que l'on appelle en fait prébiotiques, fibres prébiotiques, on peut aller promouvoir certaines bactéries positives pour la santé, qui portent le doux nom un peu connu de bifidobactéries, vous avez dû en entendre parler, mais d'autres bactéries très intéressantes peuvent aussi profiter du fait que nous ingérons ce type de fibres alimentaires. C'est Akkermansia mucinifila, Fecalibacterium prosnitzi, je ne vais pas vous citer tous ces noms un peu barbares, mais on commence à vraiment découvrir leur intérêt en science. Alors ces fibres alimentaires, on ne les retrouve pas que dans la racine de chicorée, fort heureusement, on les retrouve aussi notamment, et d'autres types de prébiotiques, dans les fractions de céréales, par exemple. Quand on mange des produits céréaliers, nous ingérons d'autres types de fibres alimentaires prébiotiques qu'on appelle des arabinoxylanes. Alors, quand on ingère ce genre de composés, ça provoque le changement bactérien, et cela a, dans différentes situations biologiques, un impact extrêmement intéressant, notamment dans le contexte de l'obésité et du diabète, qu'on travaille pas mal au laboratoire. Ça renforce la fonction barrière de l'intestin. Ça permet vraiment en fait de restaurer cette fonction barrière de l'intestin et de remettre ainsi finalement ce microbiote amélioré à sa place pour qu'il continue à jouer son rôle bénéfique. On revient à de l'eubiose, on n'est plus dans un cas de dysbiose. Ce qui se passe, c'est que c'est clair que dans le développement de ces fibres prébiotiques, qui au départ ont émané de l'industrie agroalimentaire, et puis ensuite sont passées aux mains des chercheurs, on a beaucoup travaillé sur le fait que l'on isolait des fibres alimentaires de cette racine de chicorée, on étudiait leurs effets biologiques pour la santé, ça fonctionne pas mal, et on les remettait parfois dans un contexte alimentaire différent de celui dans lequel ils étaient. Et on retrouve par exemple des fructanes qui sont utilisés comme substitut de sucre, substitut de graisse, dans des confitures, par exemple, dans des crèmes glacées. C'est clair que c'est un peu un non-sens d'aller travailler en nutrition, d'améliorer notre santé et de se dire que l'on ne peut ingérer ces fibres alimentaires prébiotiques que via ce type de supplément. Heureusement, non. Nous soupçonnons et nous savons de quelques sources aujourd'hui que la grande richesse en fibres alimentaires prébiotiques se retrouve dans le monde végétal. Et que donc, quand on vous délivre, même dans la presse et dans les communications santé, manger 5 fruits et légumes par jour, vous pouvez peut-être y retrouver une raison liée à l'impact que peuvent avoir certains constituants de ces légumes sur le microbiote intestinal. Un gros projet financé par la région wallonne et qui met ensemble des chercheurs des 3 universités de la région wallonne, c'est-à-dire l'Université de Liège, l'Université catholique de Louvain et l'Université de Bruxelles, vont pouvoir travailler ensemble pour essayer, d'abord et avant tout, de savoir dans quels aliments que nous sommes censés consommer tous les jours nous pouvons retrouver ces fibres prébiotiques. Et on a fort à penser qu'en fait, c'est dans des légumes que nous cultivons, les légumes anciens que l'on recultive aujourd'hui, le panais, le topinambour, ou bien dans le poireau, que l'on retrouve ce genre de substances. Et donc finalement, je crois que le message qui doit passer, c'est de se dire qu'on peut peut-être faire revenir des messages, faire renaître l'intérêt des fibres alimentaires en les replaçant dans un contexte nutritionnel qui correspond à l'évolution de notre époque aujourd'hui, en prenant en compte les phénomènes d'écologie et d'économie qui sont le pied finalement de l'évolution de notre société et de notre santé. Alors ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que c'est parfois très difficile de pouvoir convaincre des enfants de changer leur alimentation. Vous qui êtes parents, peut-être, vous savez que quand on leur dit « vous devez manger ces légumes par jour, n'oublie pas tes légumes dans ton assiette », c'est parfois très difficile de faire passer le message. Alors, au vu de ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, peut-être vous pouvez transformer un peu ce message et leur dire « eh bien, écoute, mange donc ces fibres alimentaires que tu retrouves dans ta purée de topinambour, parce que si toi, tu n'en as pas besoin, les 100 000 milliards de bactéries que tu abrites, elles en ont besoin pour survivre. » Je vous remercie de votre attention.